Sénat. Bonjour Marine Tondelier. Bonjour et merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ravie de participer à la première édition de Public Sénat par ailleurs pour ce nouveau format. Merci à vous. Vous êtes la secrétaire nationale des écologistes, anciennement Europe Écologie Les Verts. Vendredi, vous étiez à l'Élysée avec le nouveau Front Populaire. Vous exigez que la gauche gouverne avec Lucie Castet, première ministre. Mais avec le nouveau Front Populaire, vous revendiquez le pouvoir sans majorité et sans garantir que vous ne serez pas aussitôt renversé par une motion de censure. Que pouvez-vous encore dire à Emmanuel Macron? Bienvenue dans ce grand jury, Marine Tondelier. À mes côtés pour vous interroger aujourd'hui, Perrine Tarnot de Public Sénat, Pauline Buisson de M6 bonjour. Et nous serons rejoints par Jim Jarassé du Figaro. Dans ce grand jury, Marine Tondelier, vous serez soumise aux questions express, des réponses par oui ou par non, tout simplement. Nous parlerons bien évidemment du Parlement, là où ça va se passer plus que jamais. Et puis vous aurez aussi le droit à un moment 2027 et au grand jury inattendu en fin d'émission. Nous ouvrons tout de suite le premier chapitre. Le grand jury, l'actualité de la semaine. Et la dernière actualité de cette semaine, c'est un suspect qui a été arrêté après l'attaque contre la synagogue de la Grande Motte. Quelle est votre réaction, Marine Tondelier, après cet acte ? Comme trop souvent, on commence par l'effroi, parce que ce genre d'acte est effroyable. Immédiatement, on apporte de notre soutien franc et massif à l'entièreté de la communauté juive de ce pays, parce que même si on n'est pas à la Grande Motte, même si on ne fréquente pas une synagogue en particulier, on se sent forcément visé et menacé. On sait que de longue date, et a fortiori depuis les 7 octobre, des personnes de confession juive ont dû enlever, y compris la mezouza de leur porte, par exemple, ou se sentent en difficulté ou menacés quand ils conduisent leurs enfants à l'école, et que ça n'est pas tolérable dans un pays comme la France, ni nulle part d'ailleurs. Et puis, se dire aussi que la lumière doit être faite. J'ai vu qu'on avait identifié le suspect, on n'a pas encore les motivations de son acte, mais voilà, on imagine un peu les choses, et que l'antisémitisme est un fléau. Je tiens à le réaffirmer ici. Je tiens à réaffirmer que dans notre programme du nouveau Front Populaire, on avait fait des propositions assez précises pour renforcer les protections de sécurité devant les lieux culturels et cultuels, qu'ils soient musulmans, juifs, catholiques, etc. Et puis qu'on avait proposé aussi un grand plan de lutte contre l'antisémitisme, un plan qui soit interministériel, qui mette vraiment en action toutes les composantes gouvernementales, parce que la réalité, c'est que la lutte contre l'antisémitisme n'est pas qu'une question de sécurité publique, ça doit commencer à l'école. Il y a plein de domaines d'action ministérielle qui sont concernés, et que si on veut vraiment faire reculer l'antisémitisme, alors ça doit se passer dans plein de champs thématiques. Ce matin, dans Le Parisien, Christian Estrosi, le maire de Nice, dénonce les irresponsables qui soufflent sur les braises de l'antisémitisme. Ils doivent rendre des comptes, dit-il. Est-ce que vous vous sentez visé à gauche ? Absolument pas. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, dans sa réaction sur Twitter, sur X, n'a pas mentionné le mot antisémitisme. Pour moi, c'est plus clair quand on le fait. Et sûrement faut-il désormais toujours le faire pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Il est donc dans le déni sur ce mal qui ronge la France. Il y a eu beaucoup trop d'actes antisémitisme depuis des mois. Et je pense que sur certains, le mot antisémitisme a posé très clairement est nécessaire, parce que je pense que peut-être pour des gens qui nous regardent, qui nous écoutent, on ne se rend pas immédiatement compte du côté antisémitique de l'acte. C'est une nouvelle faute de Quand Jean-Luc Mélenchon. quelqu'un pose une bombe dans une synagogue, le caractère antisémite de cette action, il n'est pas... il n'est pas mystérieux, il n'est pas ambigu, il n'est pas caché. Il n'y a pas besoin que les politiques révèlent le caractère antisémite de cet acte. C'est évident. Donc une bombe a été posée dans une synagogue. De Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il ne fait aucun doute pour Jean-Luc Mélenchon et pour aucun membre de la France Insoumise. Mais par ailleurs, je ne suis pas leur porte-parole, donc vous leur poserez la question sur le caractère antisémite de cet acte. Une bombe a été posée dans une synagogue. Donc il n'y a aucun débat à avoir. Mais quand Jean-Luc Mélenchon n'écrit pas le mot antisémitisme. Mais il se trouve que dans mon tweet, j'ai relu du coup mon tweet de réaction immédiate, j'ai pas mis le mot antisémitisme. J'ai apporté mon soutien immédiat à toute la communauté juive de ce pays, et personne m'a dit Marine Tondelier n'a pas mis le mot antisémitisme, elle ne reconnaît pas le caractère antisémite. Jean-Luc Mélenchon ne parle pas de la communauté juive, il parle du J'ai pas regardé son tweet pour tout vous dire, mais quand quelqu'un pose une bombe dans une synagogue, il n'y a aucun débat à avoir sur le caractère antisémite. C'est compris dans l'énoncé de l'attentat. Enfin, excusez-moi, c'est une synagogue. Il n'y a aucun doute sur le fait que ce bâtiment n'a pas été ciblé par hasard. Et au Nouveau Front Populaire, nous avons une seule ligne sur l'antisémitisme, c'est celle que je viens de vous relater. Il y a une page qui est consacrée au sujet. Et
Voilà, les choses sont claires pour tout le monde. Nous avons écrit ce programme ensemble, nous l'avons signé et porté ensemble. Toute personne qui s'éloignerait de ce programme s'éloignerait du nouveau Front populaire. Et aujourd'hui, pour moi, personne ne s'en est écarté. Il est évident pour tout le monde que c'est un acte antisémite. Il est évident pour tout le monde qu'il faut le condamner. Et il est évident pour tout le monde qu'il ne faut pas se contenter de le condamner, mais qu'il faut agir. C'est pour ça que nous avons fait des propositions. Et que si nous sommes nommés par Emmanuel Macron, nous pourrons enfin les mettre en œuvre. Ouais, si on parle de Jean-Luc Mélenchon, c'est parce qu'il avait lui-même assuré que l'antisémitisme en France était résiduel. Et c'était une erreur. C'était une erreur. Et je peux vous dire que c'est des sujets qui ne m'amusent pas. Et que quand cette erreur avait été commise, j'ai eu une discussion avec lui assez franche, comme nous en avons au sein du nouveau Front populaire. Et que vous avait-il dit ? Je vais pas vous... ce que je veux vous dire, c'est que je ne mets pas de poussière sous le tapis, je ne regarde pas ailleurs quand ça me dérange et quand je trouve ça inconfortable. Nous sommes écologistes, on est habitués à affronter les problèmes de face, de front. Et donc, qu'il y a des sujets qui sont pour nous intangibles, sur lesquels il faut être extrêmement ferme et sérieux parce que ça touche des vies. C'est valable pour l'antisémitisme, mais c'est valable pour d'autres sujets aussi. Il y a aussi des personnes de confession musulmane qui se sentent ciblées dans ce pays. Je vais vous dire, moi, par exemple, hier, aux Journées d'été des écologistes, il y a une associative très connue de la cause palestinienne, une asso qui est consacrée à ça depuis des années, qui est venue me voir en me disant Marine, tu as vu cet attentat à la synagogue, c'est terrible. Et je lui ai dit, est-ce que tu as vu qu'il y a des images de vidéosurveillance qui viennent d'être retrouvées et que la personne qui a posé la bombe, c'est présumé, mais il y a quand même peu de doute, portait un drapeau palestinien et la personne s'est effondrée. Elle m'a dit, c'est terrible pour la cause palestinienne parce que toutes les personnes qui défendent cette cause palestinienne dans le pays et qui en prennent aussi plein la figure, vont porter l'amalgame de cet attentat. Et donc on vit dans un moment, Monsieur Estrosi, il y a un truc sur lequel il a raison dans sa question, c'est qu'il faut arrêter de jeter de l'huile sur le feu. Et ça vaut pour tout le monde. Parce qu'on a un moment de tension dans ce pays qui devient extrêmement grave et qu'il faut faire descendre parce que ça devient invivable. Ça devient invivable pour tout le monde. Et on construit une société finalement où on est en train de vivre face à face plutôt que côte à côte. Et sur cette question et c'est pas la société que je souhaite. Sur cette question de la France insoumise et de l'antisémitisme, êtes-vous embarrassé par le fait que Rima Hassan, députée européenne LFI, ait défilé aux côtés de Pro-Hamas en Jordanie cet été ? C'est des sujets hyper compliqués. On ne peut pas comme ça dire je condamne, j'approuve. Rima Hassan, elle est palestinienne. Elle est née dans un camp de réfugiés. Elle a pu en sortir enfant parce que ses parents ont divorcé et que sa maman a pu rejoindre la France avec quelques-uns de ses enfants, pas tous, qu'elle a pu les faire venir un par un. Que c'est comme ça que Rima est arrivée en France, que son papa... Elle a aussi des propos sur Israël, elle s'affiche aussi... Que son papa y vit encore, que son papa y vit encore, que je crois savoir d'ailleurs qu'elle a retrouvé cet été pour la première fois depuis des années et qu'il a 78 ans et qu'il est né dans ce camp et que vraisemblablement il y mourra. Et je pense qu'il faut se mettre à la place des gens. Moi, sur le 7 octobre, j'ai eu aucun doute. C'était facile et évident pour moi. Mais elle, visiblement, elle a des doutes, puisqu'elle continue de Elle est née dans un camp de réfugiés palestiniens. Non seulement Israël est une monstruosité... Elle est née dans un camp de réfugiés palestiniens dont son père n'est jamais sorti de sa vie. C'est une violence symbolique incroyable. Et donc, moi, je ne suis pas là pour distribuer les bons points, les mauvais points, les leçons de morale. La ligne des écologistes, vous la connaissez. Je suis convaincue que c'est la bonne et que c'est la seule qu'il faut porter. La ligne de la paix au Moyen-Orient, la ligne du cessez-le-feu, la ligne aussi de l'arrêt de la colonisation illégale et des humiliations en Cisjordanie. Enfin, c'est une évidence pour nous, de la libération des otages. C'est une poudrière. On voit bien ce qui se passe au Liban encore ce matin, qui n'est pas encore très clair pour tout le monde. Si on ne fait pas donc il ne faut pas avoir de paroles ambiguës, mais quand Rima Hassan il ne faut pas avoir de paroles ambiguës. Que le 7 octobre, je ne suis ni l'avocate, ni la porte-parole du Rima Hassan. Vous le savez, les Verts sont extrêmement clairs sur le sujet. Nous l'avons été à la minute le 7 octobre dernier, et chaque jour. Ce sont vos partenaires politiques, c'est pour ça qu'on vous pose la question. Ce sont mes partenaires politiques qui ont signé ce programme. Et sur la lutte contre l'antisémitisme, et sur le conflit israélo-palestinien. Il est très clair. Il est d'ailleurs beaucoup plus clair. Et les paroles de Rima Hassan ne sont pas en contradiction avec vos engagements. Écoutez, je pense que j'ai été claire sur le sujet. Alors, on peut faire toute l'émission là-dessus si vous le souhaitez. Je n'ai pas de problème. Je peux répondre encore longtemps. Ce que je vais vous dire, c'est que c'est un sujet bien plus important que des questions de joute politique. C'est un sujet bien trop sérieux pour en faire ce que nous sommes en train d'en faire là, c'est-à-dire revenir 4 fois sur la même question à laquelle j'ai d'ailleurs déjà répondu. Vous ne me mettrez pas en difficulté sur ce sujet parce que les écologistes et le nouveau Front populaire sont solides sur leurs appuis. Par contre, moi, ce que je trouve extrêmement ambigu, c'est que la France, par exemple, qui, me semble-t-il, est encore pour une solution à 2 États sur place, refuse de reconnaître l'État palestinien officiellement. Et donc, comment on peut porter une solution à 2 États quand on ne reconnaît pas l'un des deux ? Comment on peut demander une trêve olympique, juste pour des questions politiciennes intérieures,
sans en demander une pour Gaza et pour les massacres qui sont en cours là-bas? Comment on peut ne pas mobiliser l'entièreté de sa diplomatie au service de cette cause, au service de la paix? Et même si on est égoïste et qu'on s'en fout du Moyen-Orient, rendons-nous compte de la manière dont c'est en train de fracturer notre société jusqu'à la France. Et dont si ce que l'on veut, c'est une société apaisée où l'on vive côte à côte et pas face à face, voilà, il va falloir traiter les sujets ici et là-bas et être un peu courageux diplomatiquement. La France a su dans le passé avoir une parole singulière qui nous avait tous rendus fiers sur cette zone du monde, avec Dominique de Villepin notamment. Je souhaite que l'on renoue avec de l'ambition diplomatique, qu'on retrouve notre place, parce que on a perdu la face en fait dans ce conflit. On n'a pas été à la hauteur de notre rang, de nos ambitions, et ça aura des conséquences, y compris dans nos relations avec tous les pays du Moyen-Orient. Et je pense qu'on est en train de perdre notre stature dans cette zone du monde, et c'est dommage parce que c'était des leviers importants dont on aurait eu à se servir pour porter la diplomatie française et la paix. Et alors, avec tous ces sujets graves et dans ce contexte, et on a vu quelques images de vous hier, Perrine Tarnaud. Effectivement, on a vu quelques images de vous hier soir dansant avec Olivier Faure, et il y avait un DJ qui portait un masque d'Emmanuel Macron. C'est vrai que dans cette période, dans ce contexte tendu qu'on vient de rappeler, et après cette attaque contre la synagogue de la Grande Motte, est-ce que vous comprenez que certaines personnes aient pu être choquées de vous voir danser comme ça avec un autre responsable politique de gauche, Olivier Faure? Écoutez, si ça choque certaines personnes, je m'en excuse. Après, moi, je ne vais pas passer la matinée à m'excuser. Je suis une femme politique sincère, franche, exemplaire. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne prends aucune drogue, je ne bois même pas de café. Je danse. On me dit parfois, qu'est-ce que tu prends pour tenir? Bah rien en fait, c'est ça le secret, je danse. Il y a une phrase chez les écologistes qui dit si ta révolution ne sait pas danser, ne m'invite pas à ta révolution. C'est une manière de porter le combat dans plein de pays. Dans plein de pays bien plus durs que la France. C'est aussi une les femmes, manifestation les de joie résistants de danser dansent alors qu'il aussi se passe des parce choses que c'est graves. une manière de tenir. Et en fait, la vie est grave tout le temps. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va s'arrêter de danser, de chanter, de rire. C'est ça la France qu'on veut? Moi, je suis désolée. Si certains, ça les choque vraiment, je m'en excuse. Mais si ça les choque plus d'avoir des ministres qui dansent quand ils sont dans une fête, dans un mariage, en famille, avec des amis, que d'avoir des ministres qui ne font pas la différence entre l'extrême droite et le reste des forces politiques qui ne sont pas capables d'appeler à voter contre le Rassemblement national entre les deux tours, ce qui s'est produit. Voilà, moi, si c'est ça la France, alors c'est pas dans ce pays que j'ai envie de faire de la politique. Il se trouve que c'est ici que j'en fais, que je suis fière d'en faire, que je suis fière d'en faire à notre manière, et que le nouveau Front populaire est populaire. Bon, nous sommes des gens normaux, je suis désolée de vous le dire. Et moi, je viens aussi d'un territoire, j'ai peut-être pas les mêmes codes que certains en politique, que certains dans le journalisme. Je viens du bassin minier du Pas-de-Calais, qui est un territoire éminemment populaire, où le week-end, dans les repas avec les aînés, on danse, y compris mon maire Rassemblement National, y compris Marine Le Pen, qui est députée de ma circonscription, et qui, quand il y a un karaoké, etc., va prendre le micro. C'est une manière populaire de faire de la politique. Alors on va me dire pourquoi tu as dit du bien de Marine Le Pen. Je viens d'un territoire où c'est comme ça. Et donc soit en France, il n'y a qu'un code, qu'une norme qu'il faut tous appliquer, on se ressemblera tous et ce sera triste. Bon, alors, c'est pas ma manière de faire. Vendredi, c'était pas une danse, peut-être un ballet à l'Élysée des différents partis politiques, et vous en faisiez partie. Et depuis, Jean-Luc Mélenchon a ouvert la voie à un gouvernement de gauche sur Jean-Luc Mélenchon, sans mais là, ministre LFI. on va avoir du bien à dire, vous allez être très déçus. C'est la dernière actualité. Jean-Luc Mélenchon, donc je le disais, a ouvert la voie hier à un gouvernement de gauche sans ministre LFI. Est-ce que ce geste pourrait débloquer les négociations? Et déjà, est-ce qu'il vous avait prévenu? C'est une question qui intéresse beaucoup les gens. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon vous prévient à chaque fois qu'il parle? Je suis... Vu que vous expliquez que vous êtes un bloc uni, c'est normal que vous posiez cette question. Je trouve que ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon hier est extrêmement intéressant. Parce que, comme depuis le départ, on ne se laisse pas prendre au piège. Je vous rappelle que le 9 juin dernier, quand Emmanuel Macron a prononcé sa dissolution surprise, il avait consulté personne, c'était l'étonnement général. Et il a vraiment fait le pari de la stupéfaction chez nous, du fait qu'on n'arrive jamais à se mettre d'accord et qu'on sombre. Jour après jour, depuis le 9 juin, nous avons fait la démonstration à chaque étape, alors que tout le monde disait ça ne marchera jamais. Quand on a lancé le nouveau Front populaire, ça n'allait jamais marcher. On ne trouverait pas d'accord électoral, on l'a fait. On ne trouverait pas d'accord programmatique, on l'a fait. On n'arriverait pas à faire campagne, on l'a fait. On ne pourrait jamais gagner. Nous avons gagné. En plus, il y a eu 15 jours de feuilleton sur ils ne trouveront jamais de nom de première ministre. C'est exactement ce qu'on a trouvé. Elle s'appelle Lucie Castet. Et le nouveau feuilleton, c'est elle ne sera jamais nommée. Et puis d'ailleurs, quand on sera nommé, on nous dira ils n'arriveront pas à faire le budget, ainsi de suite. C'est pas grave. Est-ce qu'Emmanuel Macron a cherché à vous piéger, puisque vous parlez de piège vendredi?
évidemment. Moi, je pense que Emmanuel Macron, qui a fait, c'est une expression qui lui est chère, c'est lui qui l'avait inventée, qui a fait son Gaulois réfractaire tout l'été, en refusant de nommer, a fait quelque part le pari de l'effritement du nouveau Front populaire. Peut-être qu'il pensait... Excusez-moi, mais vous n'êtes pas sorti de l'Élysée en disant « il a cherché à nous piéger ». Non, mais peut-être qu'il a pensé cet été, que le château de cartes allait s'effondrer. Moi, j'ai quand même pas bien compris. Si vous avez compris mieux que moi, expliquez-moi. Je sortirai plus intelligente et plus renseignée de cette émission. Pourquoi il nous explique que c'était irresponsable de nommer un Premier ministre en juillet ou en août, donc vraiment il ne pouvait pas le faire. Ok, il a le droit de le penser, mais alors s'il pense qu'on ne peut pas changer de Premier ministre l'été, pourquoi il fait une dissolution entre juin et juillet? C'est la question que je vais poser d'ailleurs. Là, vous revenez très largement derrière. Mais c'est pour vous montrer, c'est pour vous montrer que tout ça est une comédie plutôt même mauvaise, qui est mauvaise pour les Français, parce que les Français, ils ont été votés comme jamais. Ils ne s'étaient jamais déplacés aussi nombreux aux urnes depuis bien longtemps, parce qu'ils ont cru que ce bulletin-là aurait du sens. Et donc, ils votent, 73% des Français veulent une rupture politique avec le macronisme. Ils sont, quelques semaines plus tard, Gabriel Attal est toujours Premier ministre, Yael Braun-Pivet est toujours présidente de l'Assemblée nationale. Et donc, si on continue à ce rythme-là, en plus, on n'a du coup mis en place aucun changement. La rentrée scolaire... Sur la position de Jean-Luc Mélenchon... Je finis là-dessus, mais la rentrée scolaire... le coût de la vie étudiante pour cette année va être 27% plus élevé qu'il ne l'était en 2017. Il y a 4 Français sur 10 qui ne sont pas partis en vacances. La réforme des retraites injuste s'applique encore. C'est que des choses qu'on aurait pu changer cet été. On perd du temps et Emmanuel Macron fait obstruction au changement. Il ne reconnaît pas sa défaite. J'avais dit que c'était comme mon fils au Monopoly Junior, c'est exactement ce que je pense. Parce qu'un président de la République refuse d'avouer son échec, on en est là, il bloque tout le pays. Ce n'était pas une trêve olympique, c'était une pause démocratique. Alors ce que fait Jean-Luc Mélenchon, pardon pour ce lapsus, qui à mon avis va beaucoup énerver Jean-Luc Mélenchon, mais ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon hier est intelligent et courageux. C'est un coup de bluff, c'est quoi? Parce qu'on a vu le camp central, également la droite... Je pense la preuve qu'il est bien plus ouvert et constructif que celles et ceux qui nous donnent des leçons de morale. Parce qu'il dit, si c'est nous le problème, on est prêt à se mettre en retrait. On est prêt à se mettre en retrait parce qu'on ne veut pas que la situation politique du pays tout entier soit bloquée juste par nous. Ne rien abandonner du programme. Comment? Ne rien abandonner du programme. Enfin, si on mélange tout, on ne va pas réussir à bien décrire les choses. Mais attendez, Jean-Luc Mélenchon, on dit toujours il n'écoute personne, il est intraitable, il est insoumis, il est là, il campe, etc. Lui, il dit hier, si c'est nous le problème, on se met en retrait. On ne veut pas être dans une situation aussi grave, la force politique qui bloque tout le jeu politique français. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'il fait, c'est que moi, je me tourne vers le camp macroniste en disant c'était soi-disant eux le problème. Donc maintenant qu'ils disent ça, que vous répondez-nous? Je n'ai entendu aucune réponse de leur part depuis 24 heures. Je pense que ça panique un peu dans le camp macroniste. On a entendu la droite rejeter l'idée d'un gouvernement sans ministre. Le Front populaire, on sait. Mais quand nous sommes allés voir Emmanuel Macron, qui nous a posé la question en disant c'est pas moi vraiment qui vous la pose, mais j'ai entendu certains dire qu'ils voulaient pas de France Insoumise au gouvernement, donc je suis obligée de vous demander, désolé Monsieur Bompard, parce que vraiment c'est mon rôle de président de la République et de voir si une solution est possible. Là vraiment ça semble bloquant. Moi je lui ai répondu que le nouveau Front populaire c'était 4 forces politiques. Les gens qui ont mis ce bulletin dans l'urne, même s'ils avaient une préférence sur un logo par rapport à un autre, ont mis un bulletin avec les 4 logos dans l'urne. Nous avons travaillé ensemble, fait campagne ensemble, gagné ensemble. Et depuis, nous nous préparons à gouverner ensemble. Ce n'est pas une question de personne, c'est une question notamment de programme. Les électeurs, on a le même programme, ensemble. Les électeurs de la France Insoumise, dont je ne fais pas partie, ni comme membre du parti, ni comme électrice, ils valent pas moins que les autres. Ils ont d'ailleurs plutôt été au rendez-vous du Front républicain, beaucoup plus, de manière quasi instinctive. Ils ont tous été au rendez-vous du Front républicain, là où certains membres du gouvernement avaient plus compris la différence entre l'extrême droite et la gauche. Vous dites que c'est un coup malin de la part de Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que ça change? Ça ne change pas grand-chose sur la situation. Si, parce que ça inverse la charge de la preuve. On va arrêter de dire que c'est nous le problème. Nous ne sommes pas le problème. Nous serons toujours la solution. Vous allez vous entendre dire que le problème, c'est le programme. Parce que ce qui va se passer, ceux qui disent qu'il ne faut pas la FI au gouvernement, c'est les mêmes qui disent, et ils ont raison de le dire, vous n'avez pas de majorité absolue. Certes, on s'en était rendu compte. On aurait préféré en avoir, on n'en a pas. Alors dans ces cas-là, soit on fait comme Jordan Bardella pendant les législatives. Vous êtes même très loin d'une majorité. Jordan Bardella pendant les législatives, il a dit ah non mais alors moi si j'ai pas la majorité absolue, j'irai pas. Lui il y va que quand c'est confortable, royal au bar, tapis rouge. Si tout le monde fait comme Jordan Bardella, la France ne peut pas avoir de gouvernement jusqu'aux prochaines élections législatives qui sont au minimum en juin 2025. C'est ça qu'on veut pour la France? Mais vous savez, Marine Tourdelier, on n'est pas si dans vous le confort, n'élargissez on pas ira un peu votre majorité, vous n'aurez pas. Exactement, c'est ce que je voulais vous entendre dire. S'il n'y a pas de coalition, si vous n'élargissez pas un tout petit peu, et donc vous avec avez raison. Le programme inchangé, ça ne sera pas possible. Alors vous voulez qu'on élargisse notre majorité. C'est d'ailleurs ce que nous disons, vous n'avez pas la majorité absolue, comment vous faites? Et les mêmes personnes nous disent,
commencer par enlever la France insoumise. C'est-à-dire que les gens qui disent on n'a pas une majorité assez grande, qui sont vraiment des bonnes âmes qui cherchent des conseils pour nous, commencent par vouloir enlever un tiers des députés. Et puis après, j'imagine que les écologistes sont les suivants sur la liste. Quand il n'y aura plus la France insoumise, mais il reste quand même les écologistes. Eux, on les aime pas trop. Les communistes vont, à mon avis, suivre pas trop longtemps après. Et puis sans doute même qu'une partie des socialistes ne seront pas assez dans l'arc républicain à leur goût. Arc républicain, où vous avez compris que moi, je ne prenais pas de leçon de morale vu ce qui s'est passé entre les deux tours en France. Et que beaucoup de députés macronistes ont été élus grâce aux voix de la France insoumise. Ça ne répond pas à la question, comment faites-vous pour élargir votre majorité ? Ce que je vous dis, c'est que celles et ceux qui veulent nous diviser veulent nous affaiblir. C'est leur unique but. Ils ont tellement une majorité plus faible que la nôtre que pour arriver à armes égales, ils doivent nous diviser et enlever une partie. Mais malgré tout, vous devrez élargir cette majorité. Sur quel compromis êtes-vous prêt à faire ? Le SMIC à 1 600 €, la retraite ? Nous, nos objectifs, qui sont dans ce programme, et notre détermination demeurent inchangés. Donc le programme, on a travaillé à ça, on l'a chiffré, on a été élus dessus. Par contre, ça, c'est un programme qu'on a écrit en juin, qui était fait pour être appliqué dès le 8 juillet si nous avions la majorité absolue. C'est-à-dire si nous avions la majorité absolue, le 8 juillet, on a abrogé la réforme des retraites, on avait séquencé, c'était très transparent. Donc il faudra des compromis sur quel point ? On sait bien que ça ne va pas être aussi simple que ça. Mais on ne va pas arriver sur le plateau en disant alors, page 12, on laisse tomber, la page 14, c'est fini, le SMIC, désolé les gars, on ne le fait plus. Par exemple, cet été, elle dit que le SMIC à 1 600 €, ce peut être qu'un horizon. Elle se fait reprendre tout de suite par la France insoumise. Alors, j'ai eu une discussion avec Lucie Cassé là-dessus, et c'est vrai que je pense que le mot horizon, et elle a reconnu elle-même, elle a reconnu elle-même le mot horizon. En fait, pour elle, horizon, c'est là où elle regarde. C'est-à-dire, c'est son objectif. Pour moi, l'horizon, c'est ce qu'on n'atteint jamais. Et donc, du coup, on n'avait pas la même. Et il y a deux sens à ça. Alors, donne-nous des exemples. Mais non, sur le SMIC. Il pourrait y avoir des compromis. Non, mais sur le SMIC, par exemple. Le SMIC à 1 600 €, c'est indispensable. Comment penser qu'on peut vivre à Paris avec un SMIC à 1 600 € quand on a 2 enfants et qu'on doit se loger à Paris ? Donnez-nous un sujet. On veut le faire. Mais on ne peut pas le faire si on ne fait pas des mesures pour aider les PME et les TPE. Sujet sur lequel il pourrait y avoir des compromis pour élargir. Vous changez de question pendant ma réponse, donc j'arrive pas. Non, mais on ne changera pas le SMIC à 1 600 €. On veut le faire. Et on le fera à condition qu'on ait les aides pour les PME et les TPE, parce qu'on ne veut pas non plus que les artisans crèvent dans ce pays. Et donc, la question, ce n'est pas à moi qu'il faut la poser, c'est aux députés. Et c'est la meilleure manière de faire, parce que ça va être transparent, démocratique. On va dire, par exemple, taxe sur les super profits. Les super profits, vous savez, c'est des rendements comme ça surprises qui ne correspondent à aucun travail supplémentaire, aucun mérite supplémentaire, aucun talent supplémentaire. C'est une manne qui tombe du ciel. J'ai des entreprises souvent qui gagnent déjà beaucoup d'argent parce qu'il y a une crise énergétique, une guerre en Ukraine, le Covid, etc. Donc c'est de l'argent qui n'est pas vraiment mérité. On propose de taxer ces super profits, c'est 15 milliards d'euros par an, 80% des Français sont pour. Le MoDem avait d'ailleurs déposé une proposition de loi pour demander la même chose. Donc quand nous allons arriver au budget 2025, en mettant ce sujet sur la table et en disant nous voulons taxer les super-profits, qui est pour, qui est contre, chacun prendra ses responsabilités. Et je pense que sur les déserts médicaux, sur l'école, sur les services publics... à notre question de savoir s'il y a des points de votre programme que vous pouvez faire évoluer pour essayer d'élargir votre majorité. Ce que je vous ai dit, c'est que c'était pas nous. Vous savez, quand on pose ses fesses sur le toboggan du renoncement, il glisse très vite. Ne comptez pas sur nous pour faire ça. Nous, notre ambition... elle est là et elle demeure intacte. Ce sera des discussions au cas par cas et nous ferons passer ce que nous pouvons faire passer. Amendement par amendement, texte par texte. On va se battre et on va faire quelque chose d'assez intéressant qui se perd en politique ces temps-ci. On va essayer de convaincre. Parce que quand vous avez une pile de 49.3 sous la main dont vous pouvez disposer, vous essayez plus de convaincre. Vous arrivez en disant vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, on s'en fiche. Vous manifestez, on s'en fiche. On a compris votre stratégie. La méthode va être différente, y compris avec les syndicats, y compris avec les corps intermédiaires. Quand vous verrez ou vous serez de nouveau en contact avec Emmanuel Macron, probablement mardi, qu'est-ce que vous pouvez lui dire de nouveau ? Nous, ce qu'on avait à lui dire, on lui a déjà dit. J'ai d'ailleurs envie de lui dire qu'on lui a dit dès juillet, on a redit la même chose fin juillet, début août, mi-août, fin août. Donc il n'y aura pas de bouger de votre part. C'est Lucie Casté, point barre. Nous avons le mérite de la constance. Jean-Luc Mélenchon, de lui-même, fait une ouverture qui montre qu'il est peut-être pas l'image que les gens ont de lui. Moi, ça me fait plaisir quand ce Jean-Luc Mélenchon qui fait ce mouvement. Deuxièmement, qui met la balle dans le camp de l'ex-majorité présidentielle, des soutiens d'Emmanuel Macron, qui leur dit « La France insoumise, c'était ça votre problème ? Il n'y a plus de problème. Alors, que faisons-nous ? Nous avons fait un compromis. À vous, qu'êtes-vous prêts à faire ?» C'est eux que j'ai envie d'entendre. Et je les trouve bien muets depuis hier soir. On passe à la suite.
Le grand jury, question express. Avec une série de questions et une réponse par oui ou par non, ou pour ou contre Marine Tondelier. Je crains le pire pour tout vous dire sur les questions surprises. Ne vous inquiétez pas. Emmanuel Macron est-il un autocrate qui dirige tout seul? C'est Jean-Luc Mélenchon qui l'a dit. On n'a pas le même sens du mot consultation, en tout cas. Avec Emmanuel Macron? Pas les mots que j'aurais employés, mais il n'est pas non plus exactement l'inverse de ce que vous décrivez. Jim Jarassé du Figaro. Karim Bouamran, le maire de Saint-Ouen, dont le nom a émergé cet été pour Matignon. Est-ce que vous êtes partante, oui ou non, pour Karim Bouamran pour Premier ministre? Non, c'est pas contre lui, c'est que notre seule candidate est Lucie Castet, un communiste, un socialiste, un écologiste ou un insoumis, vous ferez exactement la même réponse. Même chose pour Bernard Cazeneuve? Même chose pour tous les autres noms que Lucie Castet. C'est juste que on nous présente ces alternatives comme des solutions. C'est pas des solutions, c'est de la fiction. Si notre majorité n'est pas assez large, alors que c'est la plus large, la plus cohérente et la plus solide sur le marché, les noms vous cités bénéficient de coalitions encore moins larges. Bernard Cazeneuve, il est soutenu par une partie du nouveau front, d'un parti du nouveau Front populaire. Un parti dont en plus il est parti. Donc ça commence quand même à devenir compliqué. Renonceriez-vous à la construction de 6 nouveaux réacteurs nucléaires EPR, oui ou non? C'est pas en 2 ans que ça se joue. C'est pas une question de la mandature qui si, c'est maintenant. La secrétaire nationale des écologistes vous dit bien évidemment oui. L'argent, il doit être mis dans l'énergie renouvelable parce qu'elle se déploie. Donc, oui, il faut abandonner les nouveaux EPR. C'est pas là-dedans que l'argent doit être mis prioritairement. Ni pour la crise énergétique, ni pour la crise climatique. Une question sur la CAF de Grenoble qui réduit ou supprime les aides sociales allouées aux condamnés pour trafic de drogue. Grenoble qui est touché par une série de fusillades. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Moi, je pense pas que ce soit par des mesures comme ça qu'on résolve ni la criminalité, ni la délinquance, ni le problème de sécurité dans ce pays. C'est pas mal une politique. Donc plutôt non. Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes, vous restez avec nous pour la seconde partie de ce grand jury. On va notamment parler du Parlement, de tout ce qui va se passer, puisque le pouvoir sera en grande partie au Parlement pour la suite, de ce que vous pourriez faire, voter ou pas. A tout de suite. Tondelier, secrétaire nationale des écologistes, est notre invité ce dimanche. À mes côtés pour vous interroger, Perrine Tarnaud de Public Sénat et Jim Jarassé du Figaro. On passe. Le grand jury, ça se passe au Parlement. Quel que soit le futur Premier ministre, l'Assemblée nationale fera sa rentrée le 1er octobre et le 31 octobre prochain, le Rassemblement national a inscrit dans sa niche parlementaire, c'est le moment où il peut présenter ses propres propositions de loi, une abrogation de la réforme des retraites. Est-ce que les écologistes pourraient voter cette loi du Rassemblement national, Marine Tondelier? Alors, votre séquence s'appelle « Ça se passe au Parlement ». Et vous parlez du 31 octobre, qui est quand même un peu loin. Ouais. Normalement, d'ici le 31 octobre, Lucie Castet aura été appelée à Matignon. Et l'une des premières mesures que nous avons prévu de prendre, c'est l'abrogation par décret de cette réforme injuste des retraites. Oui, mais alors pour projeter un tout petit peu... Arrivé au 31 octobre, le texte que veut inscrire dans sa niche le Rassemblement national sera sans objet. Le problème sera déjà réglé. Dans l'hypothèse que je n'imagine pas, mais imaginons-la quand même, où Lucie Castet ne serait pas nommée Première ministre, pour moi, ça ne se passera pas à l'Assemblée, parce que ça se passera au local des Verts, puisqu'il ne vous échappera pas que je ne suis pas députée. J'ai toujours fait entièrement confiance à mon groupe parlementaire pour prendre les bonnes décisions. Nous n'avons aujourd'hui jamais voté de texte ou d'amendement déposé par le Rassemblement national. On a eu une jurisprudence constante sur le sujet. Vous seriez embarrassé mais j'entends là qu'il pourrait déposer notre texte. C'est ça qui cherche un peu le tour de passe-passe. Il pourrait déposer notre texte. Et donc moi je compte sur les députés pour prendre la bonne décision. Je leur fais entièrement confiance. Je sais qu'ils en discuteront au groupe écologiste. Je sais qu'ils en discuteront avec leurs partenaires du nouveau Front populaire. Mais moi je vais vous dire, je viens d'une ville, Rassemblement national. Ça fait 10 ans qu'à chaque conseil municipal, il m'arrive de voter des choses avec eux, parce que je n'ai pas voté. Enfin, je ne sais pas quelle image vous avez de moi en tant qu'écolo, mais quand on est conseiller municipal dans une ville, je ne vais pas voter pendant 10 ans contre tout le temps, y compris le fait que les gamins puissent aller à la piscine en bus scolaire, etc. Enfin, il y a un moment où, sur le budget, je vote contre. Vous n'avez pas comme principe mais de ne pas voter avec le Rassemblement national. Ils sont aux manettes et je suis dans l'opposition. Mais c'est pour vous montrer que même quand on est en opposition municipale au RN, il y a 90% des textes qu'on vote. Là, c'est pas pareil. Ils sont, eux, dans l'opposition et nous, on ne sait pas si on sera dans la majorité ou dans l'opposition. Marine Tondelier, restons encore une seconde dans l'hypothèse où le NFP n'accède pas au gouvernement. L'autre dossier de la rentrée au Parlement, ce sera bien évidemment le budget. Si le NFP ne gouverne pas, est-ce que vous censurerez automatiquement un budget qui ne serait pas le vôtre? Mais je pense que toutes les questions qui comprennent le mot automatiquement
peuvent pas être répondus comme ça. Il ne va plus rien avoir d'automatique. On arrive dans une séquence politique qui est totalement inédite. Et donc, toutes celles et ceux qui vous disent « moi, je sais exactement ce que je veux faire à chaque étape », ils vous mentent. Ils vous mentent. Ou alors, ils nous mettent volontairement dans l'impasse. La position des écologistes, qui, vous le savez, pour les sujets environnementaux, savent anticiper, prédire, prévoir et s'adapter, c'est ça qu'on va faire. On va s'adapter. Les difficultés possibles, on les a anticipées. Mais moi, je ne vais pas passer mes journées dans la politique fiction, dans la projection, dans l'imagination de ce que pourrait être un monde. C'est un peu de la politique fiction que vous faites avec Emmanuel Macron quand vous dites nommez Lucie Castet et puis vous verrez bien. Mais j'allais y venir. En fait, il y a 1000, 10 000, 100 000 questions possibles dans les mois qui viennent. Donc soit je passe ma journée à me les imaginer et ça tourne dans mes têtes et je ne suis plus capable d'être dans l'action. J'ai choisi, depuis le 9 juin dernier, d'être en permanence dans l'action. C'est d'ailleurs ce qui fait que nous avons battu Jordan Bardella et que nous étudions encore l'hypothèse d'autre chose que lui à Matignon. L'hypothèse d'un gouvernement de gauche. Et donc jusque mardi, je fais aussi un truc très écolo qui s'appelle l'efficacité énergétique. Je me concentre sur des priorités. Jusque mardi, ma priorité, j'en ai une et une seule, unique. Lucie Castet doit être nommée à Matignon. C'est là que je concentre mon énergie. Et si elle ne l'est pas, on trouvera les solutions comme on l'a fait jusque maintenant à chaque obstacle qu'on a eu à traverser et qu'on a traversé avec succès. Justement, dans l'hypothèse d'un gouvernement de gauche, l'objectif, ça va être la préparation. Je suis ravie que vous considériez encore ça comme une hypothèse. Du budget 2025, ça va être évidemment le grand enjeu de cette rentrée parlementaire. Ça va aller très très vite. Vous aurez à peine une semaine ou deux pour le boucler. Or, il va falloir se mettre quand même d'accord. La faute à qui d'ailleurs ? Il va falloir quand même se mettre d'accord à l'intérieur du nouveau Front populaire et encore discuter, arbitrer ce budget. Notamment les socialistes ont prévu de le faire la semaine prochaine lors de leur université d'été à Blois. Est-ce que vous serez prêts ? Alors, première chose, c'est que vous présentez comme une hypothèse le fait qu'on arrive à Matignon. Moi, j'ai décidé d'être très positive pour cette rentrée objectivement, politique. c'est toujours le cas aujourd'hui. Et j'ai dit à Emmanuel Macron, d'ailleurs, face à face, quand nous étions dans son bureau, que je choisissais de voir de manière extrêmement favorable le fait qu'il nous ait reçus en premier dans notre protocolaire, qu'il nous aurait su ensemble, qu'il ait accepté que Lucie Castet soit présente. J'ai choisi d'y voir le fait qu'il cheminait vers cette hypothèse. La deuxième chose, vous nous demandez, vous nous dites on aura peu de temps. Je le déplore, c'est inadmissible et c'est un scandale démocratique. La réalité, c'est que chaque jour qui passe... vous allez devoir vous adapter. Chaque jour qui passe... En bonne écologiste que vous êtes. Oui, mais il faut quand même expliquer aux Français parce que, d'un point de vue démocratique, ce qui s'est passé cet été est inadmissible. On a eu un gouvernement démissionnaire. Donc, un gouvernement démissionnaire, il est censé expédier les affaires courantes. Il n'a pas le droit de prendre des mesures structurantes, politiques fortes. Et ce gouvernement démissionnaire a préparé un budget avec 10 milliards d'économies dedans, alors que nous sommes déjà à l'os. Un budget qui va sabrer un peu plus l'aide service public, l'environnement, l'école de vos enfants, l'hôpital, et qui refuse d'aller chercher l'argent là où il y en a, c'est-à-dire chez les plus riches. C'est la base de la justice sociale. 40 milliards de cadeaux fiscaux ont été faits aux plus riches par an. Et c'est ça qu'il faut changer. Pour parler des milliards, attendez, je vous dis quand même un truc, c'est que ça veut dire que le gouvernement démissionnaire considère que supprimer encore 10 milliards d'euros sur l'assurance chômage, sur des choses qui nous touchent, c'est en fait des affaires courantes. C'est normal, c'est ce qu'ils ont fait pendant 7 ans. Mais je vous dis quand même, parce que j'entends beaucoup de leçons de leur part... Le prochain gouvernement sera celui qui fera le budget. C'est de ça dont on parle. Vous voyez bien que le fait d'avoir fait une forme d'obstruction, d'avoir fait le cul de plomb, rend plus difficile la mission de ceux qui vont arriver. Et dans le budget proposé par le nouveau Front populaire, il y a 125 milliards d'euros de nouvelles dépenses et autant en recettes. Vous dites en taxant les riches. Et donc c'est équilibré. Mais pour trouver 125 milliards d'euros de nouvelles recettes, donc par des nouveaux impôts, est-ce que vous pouvez dire que c'est seulement les riches chez qui vous allez les chercher ? Je rappelle, l'ISF, c'était 4,5 milliards d'euros de recettes par année. Là, vous cherchez 125 milliards. Quand Emmanuel Macron l'a supprimé, c'était une deuxième réforme qui suivait la première réforme d'Emmanuel Macron, ministre de l'économie, qui avait déjà ratiboisé cet impôt. Comment Marine Tondelier, des chiffres, comment on va éviter la crainte d'un matraquage fiscal ? Les choses sont simples. On va chercher des recettes et chaque recette supplémentaire trouvée permettra de financer des dépenses supplémentaires. Et on ira jusqu'où on peut. C'est ce que je vous dis depuis le départ. Mais la question, c'est est-ce que c'est uniquement chez les riches ? Parce que vu les montants... Non, mais la réalité, c'est que quand vous mettez, par exemple, un SMIC à 1 600 €, vous avez compris que c'était une ambition. Oui, mais quand vous augmentez la CSG, quand vous augmentez le nombre de tranches pour les impôts, tout ça, ça peut concerner au-delà des riches. La personne qui a du pouvoir d'achat supplémentaire dépense plus d'argent et donc mécaniquement paye plus de TVA. Il y a un effet relance quand vous faites ça.
normalement, les carnets de commandes, les commerçants français vont se remplir. Il y a un effet relance qui se crée, les gens iront mieux. Aujourd'hui, il y a 9 millions de pauvres. Moi, c'est pour ça, c'est un truc que j'ai envie de vous dire ce matin, c'est qu'on nous a beaucoup donné, à droite et au centre, des leçons d'économie, des leçons budgétaires. Leur programme, ça ne marchera pas, le chiffrage, ça ne va pas, c'est irresponsable. Moi, en 1936, les gens contre le nouveau Front populaire expliquaient de toute façon que les 2 semaines de congés payés, ça allait tuer la France. La situation économique n'a aucun rapport. Et là, vous maniez des milliards. Les gens qui nous donnent ces leçons de morale ont créé 1000 milliards de dettes en plus en 7 ans. Ils sont passés de 2000 milliards de dettes à 3000 en 7 ans. Mais la dette, il y a de la bonne et de la mauvaise dette. Moi, si on s'endette pour payer la transition écologique, ce que même Jean Pisani-Ferry, conseiller de Macron et grand économiste, recommande aujourd'hui, après 10 ans de bataille culturelle des écolos, si c'est pour baisser la fracture sociale, pourquoi pas? Mais là, c'est de la dette au service des plus riches par des cadeaux fiscaux. C'est Robin des Bois à l'envers qui fait 9 millions de pauvres, chaque jour un peu plus nombreux, chaque jour un peu plus bas, qui est dans l'inaction climatique. Et donc, attendez, moi, ce que j'attends de ces personnes, c'est pas qu'ils me présentent des leçons budgétaires, c'est qu'ils nous présentent des excuses. Je ne prends pas de leçons d'économie de ces gens-là. Aucune. Vous êtes pro-européenne. Évidemment. Qu'est-ce que vous direz à l'Europe, qui a pour objectif d'avoir 3% de déficit pour la France? Eh bien, l'Europe, son problème n'est pas le niveau de dépenses. C'est l'écart entre les recettes et les dépenses. Mais c'est ça leur problème. Objectif de diminution du déficit quand un gouvernement, alors qu'on est qui considère qu'il faut baisser la dette et faire très attention au déficit, c'est leur ligne politique, c'est la leur. Ils décident d'enlever 40 milliards par an de recettes fiscales à des gens, ils font des cadeaux à des gens qui n'ont pas besoin de plus d'argent, absolument pas. Et qui d'ailleurs, quand ils en ont plus, s'en servent pour consommer des choses qui détruisent la planète ou qui produisent plus d'exploitation des hommes, des femmes et des enfants dans le monde. Ça n'a aucun sens, ni social, ni économique, ni écologique, aucun. C'est leur décision. Même la Cour des comptes. La Cour des comptes, c'est pas des écologistes, des nouveaux Fronts populaires. C'est la Cour des comptes. La Cour des comptes, dans son rapport, dit que l'état économique et budgétaire de la France, c'est le résultat de ses choix politiques. Et donc, nous, ce que nous disons, c'est que plutôt que faire Robin des Bois à l'envers, on va faire Robin des Bois à l'endroit. C'est pas très difficile à comprendre. C'est la base de la justice sociale. Voilà. On passe à la suite. Le grand jury, tout est politique. Tout est politique et la politique connaît aussi ses échecs. Avec quelques mois de recul, que retenez-vous, Marine Tondelier, de l'échec des écologistes aux européennes? J'en retiens une campagne qui a été menée de manière très courageuse par Marie Toussaint, que je remercie aujourd'hui parce que l'écologie avait, elle l'a beaucoup dit dans sa campagne, le vent de face. C'était vrai en France et c'était vrai partout en Europe. Et donc vous savez, moi j'ai appris une chose en politique en me battant contre l'extrême droite dans le bassin minier du Pas-de-Calais, c'est que quand il y a des vagues, quand il y a même parfois des tsunamis politiques, vous pouvez être un très bon nageur, vous ne pouvez pas lutter contre la vague. Est-ce que c'est uniquement lié au contexte politique? Marie Toussaint a reconnu que sa campagne avait été trop brouillonne, c'est ces termes. Est-ce que vous confirmez? Moi déjà, je trouve qu'en politique, c'est extrêmement rare les personnes qui reconnaissent leurs faiblesses, leurs erreurs. Je me suis moi-même retrouvée plusieurs fois à le faire. Je remarque que Marie Toussaint le fait aussi. Elle est comme moi une jeune femme d'une nouvelle génération, peut-être qui est plus sincère, plus franche avec les Français, qui est lucide. Vous avez une part de responsabilité aussi, vous, sur cet échec? J'aimerais qu'on puisse valoriser aussi ça en politique, parce que c'est extrêmement rare, les hommes politiques qui sont capables de faire ce qu'a fait Marie Toussaint. Et moi, quand je me suis trompée, je l'ai dit aussi. Ma responsabilité, moi je ne vais pas venir ici sur ce plateau dire le parti et Marine Tondelier est génial et Marie Toussaint a tout fait mal. En politique, on est solidaire. On gagne ensemble et on perd ensemble. L'erreur, c'était quoi? C'était de ne pas avoir fait de liste commune avec les Insoumis? Ça, c'était une erreur. Toutes celles et ceux qui nous disent ça, j'ai eu beaucoup la question, vous vous rappelez. Puis à partir du 7 octobre, je ne l'ai plus eu du tout. Tout le monde a bien compris qu'on aurait été dans une difficulté aussi incroyable. Et que sur l'Europe... moi, si je devais le refaire, je le referais. Parce que c'est une élection à la proportionnelle. Moi, je suis pour le respect de la biodiversité en politique. Donc, quand les règles de la Ve République nous obligent à travailler ensemble dès le premier tour, on le fait. On le ferait quand même, sinon. Mais ensuite, sous forme de coalition après les résultats, là, dans l'élection proportionnelle à un tour, si là, on ne met pas de bulletin vert, alors on n'en met jamais. Mais vous et on ne défend plus l'écologie. Vous parliez d'un vent de face. Comment l'expliquez-vous? Je voulais juste terminer de répondre à votre question pour vous dire que moi, j'assume l'entièreté des décisions que le parti politique a prises dans cette campagne électorale. Pourquoi? Parce que nous les avons prises ensemble. La stratégie qu'on a choisie aux européennes, elle a été adoptée par plus de 90% des adhérents en décembre 2022 au Congrès. Et quand en juillet
quelques mois plus tard, on leur a redemandé leur avis, parce qu'on se dit peut-être les choses ont évolué. Ils ont été le même nombre à revalider sa stratégie. La tête de liste, Marie Toussaint, a été choisie aussi par les adhérents. Il y avait 2 choix. 60% des adhérents ont choisi Marie Toussaint. La liste a été travaillée par le parti, par les régions, par les groupes locaux, et validée par notre Conseil fédéral, là aussi de manière extrêmement démocratique et quasi unanime. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, on gagne ensemble, on perd ensemble. Le bilan des européennes, on va le faire, c'est important. En politique, alors on devait le faire en juin, vous avez bien compris qu'on avait eu quelques urgences, et on a bien fait de se concentrer là-dessus. Nous avons un Conseil fédéral en octobre, où une méthode va être proposée. On ne va pas faire la campagne, fait le bilan de la campagne, le parti fait le bilan du parti, on va le faire ensemble, parce que je veux qu'on retienne ce qui a marché dans cette campagne. Moi, j'ai, au Journée d'été des écologistes, beaucoup de militants qui sont venus me dire, par exemple, sur le plan de la mobilisation, il y a des techniques qui ont été utilisées, qui nous ont vachement aidés, et qu'on devrait expliquer à tous les nouveaux militants pour la suite. On doit garder ça, on le fera, mais il y a aussi des choses qui n'ont pas marché, et donc on doit pouvoir se le dire sereinement, et je souhaite qu'un adhérent de base, ou même un nouvel adhérent qui est arrivé après et qui dit moi je voulais quand même vous faire remonter quelque chose que j'ai vu, j'ai une idée, puisse le faire individuellement, et que collectivement aussi les instances de notre parti, que ce soit le bureau régional de Picardie, le groupe local, un groupe local dans l'Aveyron, ou la conférence des secrétaires régionaux, que tous ceux qui veulent individuellement ou collectivement dire quelque chose le fassent. Il ne s'agit pas juste de faire une psychothérapie de groupe. On va analyser et c'est intéressant, mais je veux aussi qu'on en tire des conséquences pour qu'on ne refasse pas les mêmes erreurs. Sur le terme que vous employez, vent de face, pendant cette campagne des élections européennes. On le rappelle, votre pire score depuis 30 ans à ces élections. Est-ce que finalement, l'écologie que vous portez, et qui est notamment apparue comme une écologie punitive, en tout cas, ça faisait partie des arguments de vos adversaires, est-ce que ça, c'est pas finalement ce qui vous a plombé dans cette campagne? Certes, mais je vois bien aussi comment se sont passées les choses. Nous avons été désignés, en France et partout en Europe, comme la cause de tous les maux. Tout le temps. Dès qu'il y avait un problème, c'était la faute des écologistes. Ça, c'est le jeu politique. Ce qui était quand même assez dingue, ce qui était quand même assez dingue, c'est qu'y compris sur l'eau, vous vous rappelez sans doute René Dumont qui avait levé son verre d'eau en 1974, oui. Je le dis parce que c'est le 50e anniversaire de sa candidature. Il lève son verre d'eau il y a 50 ans en disant cette eau est rare, bientôt elle viendra nous manquer. On a été précurseurs là-dessus. On a été la risée de tout le monde, personne ne nous a écoutés, on a dit merci les écolos, on viendra vers vous. Et quand il y a eu des problèmes de sécheresse, tout le monde nous est tombé dessus en disant ah bah alors les écolos on fait quoi maintenant? Ça fait 50 ans qu'on vous dit qu'il va y avoir un problème. Donc oui, on a des solutions, on va vous expliquer. Mais vous voyez, même sur des problèmes qu'on a nous-mêmes mis à l'agenda, sur lesquels on a l'air depuis des années, ça se retrouve être de notre faute à la fin. Ça vous interroge pas sur l'agriculture de faire de l'écologie? Je pense que certains nous voient comme une menace politique. Sans doute ont-ils raison. Nous sommes une force politique ascendante. Partout en Europe, nous portons des idées nouvelles. Nous sommes les... C'est pas ce que ça n'a pas marché aux Européennes. Non, peut-être avons sans doute nous, parfois, raison trop tôt. C'est quelque chose qui a souvent été reproché aux écolos aussi. Et puis, regardez, Jean Pisani-Ferry, il nous dit l'ISF climatique. L'année dernière, l'ISF climatique, c'est ça qu'il faut faire. Il a écrit le programme de Macron en 2017. Ils ont passé leur temps à expliquer qu'il fallait supprimer l'ISF. Nous, on disait qu'on n'était pas d'accord. Ah, mais les écolos, c'est bon. Et puis après, il fait la même proposition. Et là, comme c'est lui qui l'a fait, c'est intelligent. Moi, je vois aussi ça. Je vois que Emmanuel Macron, les macronistes, les centristes, la droite, ont par principe une présomption de crédibilité. C'est-à-dire que quoi qu'ils disent, ça a un air intelligent. Et que nous, si on dit la même chose, on a une présomption que ça n'a pas l'air sérieux. C'est un problème auquel on travaille. Je vois aussi que la roue en politique tourne très vite. Et je vois que dans les sondages d'image sur notre parti, de sondages de notoriété, d'opinion des gens sur nous, collectivement, individuellement, les choses en quelques semaines ont changé drastiquement. Que nous sommes redevenus le parti préféré des Français dès le mois de juillet. Grâce à que nous avons 15 000 adhérents, on vient de franchir notre niveau le plus haut historique de 2009, que nous avons des dizaines de milliers de soutiens supplémentaires. On est arrivé à 200 000 sympathisants du parti officiellement, et qu'à nos journées d'été, dont je reviens, qui avaient lieu à Tours cette semaine, on avait l'habitude dans les grosses éditions d'avoir 2000, 2500 personnes. On était près de 4 000. Une toute dernière question sur ce sujet. Est-ce que les militants les plus radicaux, ceux qu'on voit se battre contre les forces de l'ordre, on pense notamment à Sainte-Soline, est-ce que cela desserve la cause écologiste ? Oui, je pense que c'est plein de Français, ça a créé un trouble. Je ne suis pas non plus naïve sur pourquoi c'est arrivé et comment. C'est-à-dire que moi, je suis écologiste depuis plus de 15 ans. J'étais à la COP 15 à Copenhague en 2009. Je me suis mobilisée à Notre-Dame-des-Landes. On a été beaucoup critiqués pour les modes d'action. Puis remerciés parce que cet aéroport ne s'est pas construit, que ça aurait été une erreur historique. Qu'est-ce que vous vouliez dire par pas un hasard? C'est-à-dire, vous disiez, je vois pas. Si vous voulez, je vous prends le dossier de l'eau et des méga-bassines pour que vous compreniez bien. C'est un projet contre lequel nous luttons. Le réservoir le meilleur pour stocker l'eau, c'est la nature qui l'a créé, ça s'appelle la nappe phréatique. Et donc il y a un truc, les scientifiques disent que ça n'a pas de sens.
Donc nous expliquons avec des arguments scientifiques, comme je viens de vous le faire. Bon, je l'ai fait en manière un peu plus simple, mais voilà. Personne ne nous écoute. Les projets se montent. Nous les attaquons donc sur le plan juridique. Il y a un problème en France, c'est que quand vous faites des référés, des recours sur le plan environnemental, ils ne sont pas suspensifs. Ça prend très longtemps. Et donc, comme ça prend parfois 3, 5, 10 ans, vous gagnez après le projet. À Sivins, notamment, là où Rémi Fraisse, malheureusement, est décédé, ce qui a traumatisé l'entièreté de la famille écolo. Sur les éléments les plus radicaux. Rémi Fraisse est mort et le projet s'est arrêté subitement. Si Rémi Fraisse n'était pas mort, il aurait continué. On le sait, vous le savez, nous le savons, tout le monde le sait. Donc, il y a besoin de ces éléments les plus radicaux. Et quand la justice, quelques années après, a dit « Vous aviez raison, les écologistes, ce projet était illégal », il ne s'était pas fait. Mais s'il avait continué, il aurait été jugé illégal après sa construction. Et le problème, c'est que c'est des dommages irrémédiables pour l'environnement. Vous comprenez ces violences? Non, je vous dis qu'on ne peut pas, sur le plan scientifique, on n'est pas écouté. Sur le plan juridique, on se fait rouler dessus sans que la justice soit faite ou alors trop tard, après les dommages irrémédiables. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On demande à pouvoir manifester. C'est un droit dans ce pays. Je veux que moi, mes enfants, mes parents, tout le monde puisse manifester en sécurité pour les causes qui leur sont chères. Et à Sainte-Soline, je ne vous parle pas des images que vous avez vues, mais même de la manifestation avant et de celle encore avant. Ces manifestations ont été interdites. On ne peut pas débattre scientifiquement. On ne nous donne pas justice légalement. Et on nous interdit de manifester. Je peux vous dire que moi, je condamne fermement tout type de violence, partout, tout le temps, contre qui que ce soit. Contre la police, mais aussi contre les manifestants, parce que j'ai été victime de choses que je ne souhaite à personne en tant que chef de parti, et notamment d'avoir peur pour la vie de personnes avec qui j'avais milité ce jour-là, et dont j'ai dû me battre pendant des heures pour faire venir de secours. Quelqu'un que je ne connaissais pas, d'ailleurs, avec qui je ne parlerai sans doute jamais, j'ai pas ses coordonnées, mais c'est terrible. Gérald Darmanin, il aurait dû rendre des comptes là-dessus. Moi, j'y étais, il a menti. Bon, il a menti aussi sur ce qui s'est passé. Il est rentré, moi je suis rentrée chez moi traumatisée comme plein de gens parce que j'étais venue. Il y avait des gens violents. Parce que Gérald Darmanin leur avait donné rendez-vous. Il les avait défiés, leur avait donné rendez-vous. Mais il y avait plein de gens pacifistes, la plupart. Et attendez, quand vous venez marcher avec le club de marche, avec des ornithologues, et que vous voulez juste... Le grand jury 2027, c'est demain. Alors, vous n'avez pas entendu, mais le jingle disait 2027, c'est déjà demain. La prochaine présidentielle mais les sécheresses, c'est maintenant. Influence, voire paralyse déjà notre vie politique. Alors parlons-en dans ce nouveau rendez-vous du grand jury. Jean-Luc Mélenchon a dit vendredi soir aux Journées d'été de la France Insoumise que la campagne pour 2027 avait déjà commencé. On parle quand même beaucoup de lui ce matin. Il a l'air de vous obséder. Est-ce que ça a déjà commencé, la campagne pour 2027 ? Vous savez bien qu'à chaque échéance, le lendemain de l'élection commence l'échéance suivante. Après, entre 2024 et 2027, il y a 2026, par exemple, il y a les élections municipales. Moi, je suis écologiste. L'écologie, c'est pas que la couleur de ma veste. Et donc, on parle beaucoup de sujets depuis tout à l'heure très politiciens. Moi, voilà. En fait, on peut pas, quand on est politique, être obsédé que par les élections, par le feuilleton institutionnel, parce que quand on fait ça, on oublie la vie des gens. Moi, je me bats souvent dans les émissions, même dans des émissions d'1 heure, pour pouvoir parler d'environnement. Vous voyez, il y a 90% des hirondelles qui ont disparu en Île-de-France en 20 ans. Il y a 80% des insectes volants qui ont disparu en Europe en 30 ans. 60% des oiseaux des champs ont disparu en 40 ans. Le potentiel puits de carbone de nos forêts, c'est-à-dire le stockage du CO2 par les forêts françaises, en 10 ans a été divisé par 2. C'est-à-dire que nos forêts ne peuvent même plus remplir leur rôle de puits de carbone, ce qui va être hyper grave pour les règlements climatiques. Est-ce qu'en 2027, donc, pour défendre toutes ces causes, il y aura forcément... Évidemment qu'il faut parler des élections, mais c'est un moyen et non une fin. Je veux juste rappeler ça parce que je pense que les Français, des fois, ils nous écoutent et ils disent « mais les gars sont toute la journée dans le truc de leur constitution, le feuilleton, je commente le tweet, je réagis, je réagis. » Et je ne veux pas qu'on oublie pour qui on se bat, pourquoi et pourquoi faire. Néanmoins, on se bat bien pour améliorer le quotidien et pour permettre les lendemains. Parce qu'on en est là, on n'est pas juste à améliorer le lendemain, mais à le permettre. Parce que les enfants qui naissent aujourd'hui, on ne peut pas leur garantir que la planète sera encore habitable question sur dans 2027, 30 ans. Pauline Buisson. Voilà. Vous savez néanmoins que la question de la candidature en 2027 sera cruciale. Est-ce que évidemment, j'étais la première à dire à gauche chez les écologistes en 2027. Écoutez, j'étais la première à dire en mai 2023, personne ne l'avait encore dit, qu'il faudrait une candidature unique de la gauche et des écologistes en 2027 et que je ne faisais pas du fait qu'ils soient écologistes ou pas un préalable. Quand vous êtes chef de parti, je peux vous dire que c'est courageux de dire ça parce que dans votre parti, ils disent pourquoi ce ne serait pas un écolo. J'ai pas dit d'ailleurs que ce ne serait pas un écologiste. Quelle méthode J'ai dit que nous n'envoyons pas un préalable. Et ça a d'ailleurs amené Olivier Faure à dire la même chose et je l'espère, Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon à considérer la même chose. Ça peut être tout le monde. Est-ce qu'il faut une primaire au sein Mais il y a peut-être des idées qui sont meilleures que d'autres. Il faudra le désigner ensemble de manière démocratique. Je ne vous cache pas que, vu l'urgence permanente dans laquelle nous plonge Emmanuel Macron avec son feuilleton institutionnel, ce n'est pas à ça qu'on travaille en ce moment.
mais on sent qu'on va devoir le faire très rapidement. Allez, dernier moment. Parce qu'on voit bien que comme il ne veut pas nous nommer, la solution, c'est de le remplacer. Dernier moment. Le grand jury inattendu. Avec les questions que nous nous avons encore posées, des questions sur vous, Perrine Tarnaud. Oula. Juste, on voulait se demander, vous avez fait de votre veste verte un emblème. C'est la première fois que je la remets depuis la rentrée. Exactement. Une semaine sans, je l'ai mise juste pour vous J'ai faire été plaisir. très surprise de vous voir à l'Élysée sans veste verte. J'ai cru que vous l'aviez abandonnée. Du coup, est-ce que vous avez fait les soldes pour en trouver et être habillée tout l'hiver ? Vous savez, moi, je vous parlais tout à l'heure d'efficacité énergétique. Quand on a une femme politique, c'est difficile parce que les hommes, en fait, ils ont 2 costumes et mettent tout le temps le même. Ça leur simplifie beaucoup la vie. Nous, tous les matins, on se dit, et les chaussures, et le pantalon. Et d'ailleurs, on est jugé tout le temps, je peux vous dire. Vous avez trouvé votre uniforme ? Non, mais lisez les commentaires Twitter. On est jugé toute la journée sur et pourquoi elle est habillée comme ça, et ses cheveux, et son maquillage. En fait, lâchez-nous la grappe, quoi. Commentez ce qu'on dit, critiquez-nous sur ce qu'on dit. Certains ne s'en privent pas non plus, et pas sur comment on s'habille. Et donc, quelque part, cette tenue, je l'ai achetée. C'est un ami qui m'a aidé à l'acheter le jour du lancement du nouveau Front Populaire, parce que je lui ai dit, j'ai ma veste depuis 3 ans, que j'avais déjà achetée de seconde main. Elle est vraiment plus présentable. J'arrive pas à en acheter une. Il m'en a ramené 3 une demi-heure avant. C'est celle-là qui allait le mieux. J'ai dit, elle est quand même très verte, mais les autres n'allaient pas. Je l'ai mise. Et comme tout le monde l'a adoptée, j'étais prisonnière de cette veste. Les gens disaient, viens me soutenir aux législatives, mais vraiment, n'oublie pas ta veste. J'ai même fini par dire à certains, si vous voulez, je vous envoie la veste. Et moi, je vais ailleurs. Et donc voilà, si ça permet d'identifier l'écologie et si ça a été utile dans la séquence, tant mieux. Une toute dernière question. Vous en parliez, vous êtes élu d'opposition à Hénin-Beaumont. Oui. Est-ce que vous avez envisagé un jour de déménager ? Jamais. Jamais, parce que je suis née là, il y a un arbre généalogique qui montre qu'en 1730, ma famille était déjà à Hénin-Beaumont. C'est vraiment chez moi, j'ai des grands-parents qui sont agriculteurs, et le rapport à la terre, c'est important. J'ai jamais connu ailleurs. J'ai la chance d'avoir mes 4 grands-parents encore en vie qui vivent là-bas. Et alors, est-ce que mes sans parents... déménager, vous pourriez être candidate ailleurs ? Non. Pour les municipales, non. Et d'ailleurs, vous voyez, aux législatives, j'ai pas été choisir une circonscription confortable ailleurs. Je ne serai pas candidate ailleurs. Je suis conseillère régionale aussi des Hauts-de-France. Cette région, je ne sais pas comment vous expliquer, mais le bassin minier du Pas-de-Calais, c'est Tripal. Candidate à la présidentielle, pour en revenir à ça ? Franchement, on n'en est pas là. Moi, je ne suis pas obsédée. Et puis ma question, c'est jamais le qui, c'est pourquoi faire, quoi. Et c'est aussi parce que je viens d'Hénin-Beaumont que je suis concentrée sur le pourquoi faire. Merci beaucoup, Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes, ce dimanche pour le grand jury. À dimanche prochain.